Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel Octogone. On est en déplacement, précisément à Marseille, où on a tourné 2 masterclass pour Scandaria. Là, c'est de la masterclass d'exception, une avec Jean-Pierre Petit, une avec Didier Raoult. Le concept de Gunther Pauli, Master with the Grandmaster, c'est exactement ce qu'on a fait. Ça a été exceptionnel, intense, mais exceptionnel, ces 2 masterclass. Mais du coup, on n'arrête pas l'info, donc on fait l'Octogone en déplacement, ici même à Marseille, et on a l'honneur d'être avec Taya Payette, qui a 750 000 abonnés cross-réseau, qui est influenceuse, et qui va m'aider à lire les dépêches, parce que c'est plus sympa de procéder comme ça. Et encore une fois, on a un dossier de dépêche assez énervé. On ouvre avec ce que je pense être la dépêche la plus importante du dossier, à savoir la déclassification des archives de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Même si cette déclassification, Taya va vous lire la dépêche, elle est un peu en demi-teinte, elle n'est pas vraiment très sincère, il reste encore des zones d'ombre, il y a énormément de documents, je crois que c'est 80 000, ça dit à dépêche, mais bon, je vais vous faire un commentaire là-dessus parce que les choses semblent être paradoxalement plus obscures que ce que devrait permettre la déclassification de 80 000 pages de documents. Alors, lis-nous cette dépêche. En effet, Idriss, les archives nationales américaines ont publié environ 80 000 pages liées à l'assassinat de John F. Kennedy, le 18 mars 2025, sur ordre du président Donald Trump, donné la veille. Ces documents, rendus intégralement accessibles, conformément au décret présidentiel, sont consultables en ligne ou au College Park dans le Maryland. Un mémo de la CIA daté de 1963 a particulièrement été commenté sur X. Il évoque les déclarations de l'agent Gary Underhill, retrouvé mort. En 1964, suicide selon la version officielle, affirmant qu'une faction de la CIA impliquée dans des opérations anti-Castro aurait agi de manière autonome dans la mort de Kennedy. D'autres documents confirment la surveillance de Lee Harvey Oswald à Mexico, sans prouver l'existence d'un complot. La Mary Ferrell Foundation précise que 1124 des 3500 documents auparavant caviardés ont été dévoilés, apportant des éclairages sur les activités de la CIA, mais sans révéler le second tireur. Des utilisateurs de X pointent l'absence de 2400 fichiers du FBI et de plus de 500 documents fiscaux alimentant les appels à une transparence totale. Oui, voilà, donc il manque déjà tous ces documents, il y a 2400 fichiers du FBI, donc déjà on est comme sur l'affaire Epstein, quoi. Peut-être moins que l'affaire Epstein, c'est un point important. Il y a quand même une déclassification massive. On peut se poser plein de questions. Vous avez JFK Jr. par exemple qui disait qu'il fallait pas faire confiance au Biden. Dans le lot, vous avez des types sur X qui ont dit « Ah bah tiens, on note dans ce document que JFK Jr., donc John Kennedy, qui est mort dans un accident d'avion très bizarre et qui a permis la nomination, il aurait été un obstacle à la carrière d'Hillary Clinton. » Et c'est vrai que le Clinton Body Count, présenté comme une théorie du complot sur Wikipédia, d'entrée de jeu, vous savez que si c'est présenté comme une théorie du complot sur Wikipédia, c'est forcément un truc qu'il faut investiguer, parce que en effet, Bill et Hillary Clinton ont tout un cimetière autour d'eux, de gardes du corps, de lanceurs d'alerte, qui se suicident tous autour d'eux. C'est vraiment pas de bol, hein, c'est comme Death Note. Dès que vous vous approchez d'eux, il y a des gens qui meurent, mais c'est un hasard d'après Wikipédia. Bon. Et John Kennedy est mort en avion. Certains disent que ça aurait pu être pour profiter à la famille Bush, parce que c'est mine de rien, c'est George Bush Jr. qui a pris l'élection après la mort de John Kennedy, donc son fils encore une fois en avion, et d'autres disent que ça pourrait être en effet Hillary Clinton. Bon, ça se retrouve dans les archives Kennedy, mais il y a l'autre point bien sûr, c'était le grand sujet d'une éventuelle implication du Mossad. Et là en fait c'est beaucoup plus compliqué que ce qui apparaît. Alors Jacques Beau a dit clairement que selon lui, n'oubliez jamais que l'information, là on fait une revue de presse, l'information elle suit la règle de Rumi, la vérité est un miroir brisé, chacun en détient un petit morceau. Et là c'est particulièrement vrai, chacun a un petit morceau de vérité, et chacun pense que son morceau de vérité détient le tout. Et moi y compris d'ailleurs. Hein. Donc prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant, faites-vous votre puzzle de vérité vous-même. Mais les morceaux de vérité que je vois, c'est qu'il est en effet très probable que le Mossad soit impliqué. Par contre, que le Mossad ait entièrement commandité cet assassinat, des documents que j'ai vus, je me suis évidemment pas farci les 80 000, j'y crois pas une seule seconde. Ce qui semble apparaître, c'est que la CIA a utilisé le Mossad pour pouvoir planquer un maximum d'éléments au service. Parce que quand vous décidez d'organiser l'assassinat d'un président sur le sol américain avec les moyens que normalement le président contrôle,
vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Vous avez besoin d'un autre service qui vous aide. Il est très probable que la CIA ait décidé d'utiliser le Mossad pour ça, parce que de très loin, c'est le service qui aurait été le plus fiable pour eux, surtout si on prend Allen Dulles. Donc Allen Dulles, un fondateur OSS, CIA, enfin Avril Harriman, OSS à Berne, et ensuite la CIA. Allen Dulles voulait, les frères Dulles, ils étaient deux, voulaient vraiment buter Kennedy. Ça se voyait, Kennedy avait dit qu'il allait détruire la CIA, enfin, il y avait tout un tas de raisons. Bien sûr, Kennedy était opposé au programme nucléaire israélien, mais vous me direz, Charles de Gaulle aussi. Charles de Gaulle était peut-être encore plus opposé au programme nucléaire israélien. Charles de Gaulle a subi, je crois, 14 ou 17 tentatives d'assassinat, et aucune des tentatives d'assassinat contre Charles de Gaulle ne sont venues du Mossad. Peut-être que la CIA a été impliquée avec l'OAS, on sait que la CIA a récupéré des agents de l'OAS, et notamment Paul Osarès avec l'école des Amériques, etc., la contre-insurrection en Amérique du Sud. Mais dans aucune des tentatives d'assassinat contre Charles de Gaulle, vous avez d'implication du Mossad. Donc, si le Mossad avait voulu faire buter l'homme le plus protégé du monde, à cette époque, je suis convaincu qu'ils n'en avaient absolument pas les moyens. Et qu'ils auraient buté de Gaulle en premier, premièrement. S'ils avaient les moyens de buter Kennedy, ils auraient buté de Gaulle aussi, c'est certain. Ils l'ont pas fait. Donc, mon opinion personnelle de ce que j'ai vu dans ce dossier, c'est que clairement, c'est une opération de la CIA, de transfuge bien sûr, enfin de renégat de la CIA, quoi, de ce qu'on appelle l'état profond maintenant, qu'ils ont très probablement utilisé des agents du Mossad et que très probablement Ben Gourion avait été mis au courant. Ça, c'est... Est-ce que c'est remonté jusqu'à Ben Gourion? Ça reste pour moi une hypothèse dont j'ai pas la réponse, parce que vous savez, les présidents parfois aiment bien pouvoir dire qu'ils n'étaient pas au courant. Et par exemple Mitterrand dans l'affaire du Rainbow Warrior, donc Greenpeace, le bateau de Greenpeace que les services français font exploser, a tout fait pour pouvoir dire qu'il n'était pas au courant, qu'il savait pas d'où ça venait. Et dans le débat de 88, Chirac avait dans sa mallette une déposition de l'amiral Lacoste qui disait « Oui, j'ai la preuve que Mitterrand savait et a ordonné l'explosion du Rainbow Warrior ». Ce qui aurait été terrible dans les élections, mais il a pas osé le sortir, parce qu'il avait peur que Mitterrand lui ressorte ses dossiers à lui. Mais tout ça pour vous montrer que les chefs d'État préfèrent laisser la responsabilité à leurs subalternes, ce qui fait que je suis même pas certain que Ben Gourion aurait pu être au courant de ça, ou qu'il ait pu être mis au courant a posteriori, why not. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder les archives russes, parce que dedans, on a des câbles diplomatiques avec les Russes, et les Russes, ils disent nous, on vous avait prévenu. Il y avait Lee Harvey Oswald. Alors, Lee Harvey Oswald qui a dit « I'm a patsy », c'est la célèbre phrase qu'il a prononcée quand il a été arrêté, ça veut dire « je suis un homme de paille ». Le gars, à la télé, le type l'interview, dit « alors c'est vous ?» Il dit « non, je suis un homme de paille ». Donc c'est pour ça qu'ils l'ont buté, et très rapidement d'ailleurs. Et je rappelle que le type qui a tenté de buter Trump, d'ailleurs, il est mort tout de suite, lui, ils l'ont pas gardé, ils sont pas commencé à faire des interviews de lui, etc. Il est mort sur place à Butler, Pennsylvanie. Donc, mon opinion personnelle, issue du raccord de tous ces morceaux de vérité que j'ai pu consulter, c'est que Jacques Beau détient bien un morceau de vérité, que en effet il se disait dans les services que c'était... Alors, on disait la mafia italienne, etc. Non, bon, la mafia italienne a participé, c'est certain. Il n'y a pas le moindre doute. Par contre, qu'elle ait tout commandité elle-même, non, ça c'est hors de question. Mais la CIA avait de très loin le plus de raisons de buter Kennedy, avec bien sûr Lyndon Johnson, qui ne pouvait pas le supporter. Donc mon opinion, c'est que la CIA s'est servie du Mossad pour cette opération, pour planquer tous les trucs qu'elle ne pouvait pas faire sur le sol américain où elle se serait fait détecter, que le FBI était sans doute au courant, mais la mafia faisait chanter le FBI, c'est ce que disent plusieurs journalistes d'investigation. Ils disent que Frank Costello, ce qu'on appelait le premier ministre de la mafia, avait des photos de Edgar Hoover dans des parties homosexuelles et qu'il pouvait le faire chanter. Donc J. Edgar Hoover, le patron du FBI, ne pouvait absolument pas s'interposer, et je pense pas qu'il voulait, parce que J. Edgar Hoover détestait Kennedy de toute façon, donc le calcul est vite fait. Donc mon opinion personnelle de ce que j'ai vu, c'est que oui, il y a une implication du Mossad qui est très très probable, que c'est certainement pas eux qui ont monté l'opération de A à Z, il y a plein d'autres choses qui ne collent pas dans la période. Rappelez-vous, on est dans les années 60, encore une fois, ils auraient pu et auraient eu bien plus de raisons de se faire de Gaulle à l'époque, qui était bien plus emmerdant pour le programme nucléaire israélien, et pour plein d'autres sujets. À l'époque, vous aviez la politique arabe de la France, et ils l'ont pas fait. Et de Gaulle reste plus vulnérable que Kennedy, c'est pas le président des États-Unis quand même. Même si de Gaulle disait « j'ai la baraka », il a dit ça plusieurs fois, vu le nombre de tentatives d'assassinat auxquelles il a survécu, c'est vrai qu'il avait une certaine, pour certains, une certaine protection ésotérique. Bon, je rentre pas dans ces détails-là, mais voilà ma conclusion. Et je reprends du coup sur l'affaire Epstein.
Parce que là aussi, il y a toutes ces questions, chacun détient un bout de vérité. Vous vous rappelez que Xavier Hofer, qui connaît aussi très très bien les services algériens, qui bosse souvent, qui a formé beaucoup de hauts cadres en Algérie, disait « Je ne crois pas une seule seconde que le Mossad ait monté l'opération parce que le risque réputationnel est très important. » Alors oui et non, c'est-à-dire que on sait que quand quelqu'un détient des infos, quelle que soit la façon dont il les a obtenues, tous les services du monde vont essayer de les récupérer. Or, on sait que Ehud Barak est allé parler à Epstein plusieurs fois, caché comme ça, il avait mis sa tête sous sa veste et tout, un truc incroyable, on a les photos. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que Xavier Hofer avait raison. C'est que Netanyahou lui a mis dans la tronche. Il a dit, regardez, c'est Ehud Barak qui a fait ces saloperies, c'est pas moi. Donc là, en effet, Xavier Hofer avait raison sur ce morceau de vérité-là, c'est-à-dire le risque réputationnel, il existe pour de vrai. C'est-à-dire, attendez, la plupart des agents, ils ont des enfants et tout, c'est quand même chaud de dire, ouais, on a chopé ces infos. Alors oui, c'est pour la sécurité nationale, oui, c'est parce qu'on en a besoin, oui, c'est parce que notre pays est en guerre, très bien, mais on a dû violer des enfants en série pour ça, c'est chaud, c'est clairement chaud. Bah, on voit qu'il se refile la patate chaude. Que dans l'affaire Epstein, maintenant que c'est sorti, Netanyahou veut rien avoir avec ça. Donc il a tout mis sur Ehud Barak en discours officiel. Il dit ouais, c'est lui, le salaud, il a fait ça, etc. Donc, selon moi aussi, pour l'affaire Epstein, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une affaire interservice avec, alors, je pense pas qu'elle ait été montée d'entrée de jeu par la CIA. Mon opinion personnelle, c'est que Epstein a toujours rêvé d'être un espion et qu'il avait en plus une idée de lui-même très, très, très élevée, qu'il a toujours rêvé d'être un espion, que personne le prenait au sérieux parce que c'était un pervers et un cinglé, mais que quand il a commencé à choper du matos de haut niveau avec du député, de l'acteur, du patron de société, du banquier, etc., et du diplomate en train de violer des enfants sur caméra, bah forcément, tous les services du monde lui ont dit déjà, tu continues, et ensuite, on veut les enregistrements. Et ensuite, bah, la CIA, peut-être même le MI6 et le Mossad pouvaient dire, c'est pas nous. Nous, on a juste récupéré le matos, c'est tout. On n'a pas organisé ça. C'est ces tarés de la CIA qui l'ont fait. Si vous êtes au Mossad ou au Shin Bet, c'est ces tarés de la CIA qui l'ont fait. Si vous êtes à la CIA, c'est ces tarés du Mossad qui l'ont fait. C'est bon, vous pouvez vous renvoyer la balle. Et je pense que c'est clairement comme ça que ça s'est passé avec l'affaire Epstein au final. Donc pour Kennedy, bah, je pense aussi qu'il y a eu, alors c'est pas ce même niveau de renvoi de balle, mais que la CIA voulait le buter, que Lyndon Johnson voulait le buter, que la CIA a utilisé la mafia clairement, y compris la mafia israélienne, accessoirement, pas que la mafia italienne, et que le Mossad a été impliqué dans une certaine mesure, mais que si le Mossad avait tout monté de A à Z sans l'accord de la CIA, c'était absolument impossible. Il y avait forcément des gars dans la CIA qui le savaient et qui étaient complices. Et si le Mossad avait pu monter une telle opération en 63, ils auraient buté De Gaulle 3-4 fois. Donc ça, c'est ma conclusion personnelle, et c'est là-dessus que je veux conclure sur cette dépêche-là. Ok, parfait. Alors l'info du jour, l'escalade des tensions entre l'Ukraine et la Russie, fragilisant le cessez-le-feu. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie entre dans une phase instable où diplomatie et combat se heurtent. Le 11 mars 2025, la Russie a subi une attaque massive de drones ukrainiens. 337 drones ont été abattus dans 10 régions. L'attaque a fait 3 morts et 18 blessés, dont plusieurs enfants dans la région de Moscou. L'armée ukrainienne a revendiqué l'attaque, précisant que les drones visaient la raffinerie de Moscou et des sites militaires pour affaiblir les capacités russes. Les autorités russes assurent cependant que les infrastructures critiques sont restées largement intactes. La Russie a immédiatement lancé une contre-offensive, frappant l'Ukraine avec 126 drones et un missile Iskander-M, dont 79 auraient été neutralisés par les défenses ukrainiennes. La tension a encore monté d'un cran après que 6 drones aient été abattus près de la centrale nucléaire de Koursk, sans dommages signalés. Moscou a qualifié l'attaque de terroriste, menaçant d'une riposte avec un missile hypersonique Oreshnik. Je vais reprendre là. Donc, en effet, là c'est chaud. Donc 126 drones. Déjà, ça montre que la France n'est pas prête. On n'a pas, nous, les capacités de lancer une frappe avec 126 drones sur un pays. Donc on parle de guerre et tout, mais on n'a pas ces capacités-là aujourd'hui. D'un côté, Macron a dit, regardez, les Russes veulent continuer la guerre. Il a montré une frappe russe, mais de l'autre, il n'a pas montré la frappe. Il y a un champignon qui est monté dans le ciel. C'est chaud. Et en plus, c'était sur des bombardiers Tupolev équipés d'armes nucléaires. Donc les Ukrainiens ont tapé une base russe avec des bombardiers qui possèdent l'arme atomique. C'est juste un peu risqué comme principe. Comme ils avaient fait donc l'opération de Koursk, qu'on sait aussi qu'elle est terminée, ça y est, jamais ils sont allés à Koursk, faut arrêter d'appeler ça l'opération de Koursk, c'était le Saillant de Souja, les Russes l'ont repris, mais ils voulaient récupérer la centrale. Donc là aussi c'est chaud parce que
mettre une centrale nucléaire civile en danger, c'est quand même une stratégie de guerre qui est extrêmement dangereuse pour l'Ukraine elle-même, parce qu'il se serait pris les retombées aussi. Donc cette opération, elle montre déjà que toute l'Europe est pas prête. Quand on dit ouais, on est prêt à la guerre, non, une frappe de 126 drones, on peut pas faire ça nous aujourd'hui. Aucun pays européen peut la faire. Je vais même vous dire pire que ça. Aujourd'hui, tous les pays européens ensemble pourraient pas faire une frappe de 126 drones sur un pays tiers. Et pour plusieurs jours d'affilée en plus, que les Russes peuvent le faire plusieurs fois. Menacer de la frappe d'Oreshnik, c'est chaud aussi, parce que les Oreshnik, ça reste des missiles qui sont faits pour emporter les têtes nucléaires au départ, même si Poutine les avait utilisés sur Dnipropetrovsk à blanc. Je l'avais commenté sur ma chaîne, la première frappe nucléaire à blanc de l'histoire. Il a pris des missiles qui sont faits pour emporter des têtes nucléaires, et il les a envoyés à vide, mais la frappe était impressionnante. Et donc, elle était sur cette ville Dnipropetrovsk, qui est très symbolique parce que c'est le siège notamment de Igor Kolomoïski, le parrain de la mafia ukrainienne qui a fait monter Zelensky et que Zelensky a mis en prison après, parce que la gratitude en politique, c'est un vice, c'est pas une vertu. Et donc, on voit une escalade. On voit qu'on a un traitement asymétrique de l'information. C'est pour ça que j'en parle dans l'Octogone, parce que Macron a fait un discours quand les Russes ont riposté. Mais il a pas dit ouais, les Ukrainiens ont juste frappé une base avec des Tupolev armés d'armes nucléaires, ce qui est juste une grosse dinguerie. Donc ouais, celle-là, c'était l'autre information du jour aussi, avec la déclassification des documents RFK. Je pense que c'était vraiment l'autre info du jour. Là, on va passer sur notre actualité Russie-Ukraine. La CEDH pointe la responsabilité de l'Ukraine dans le drame d'Odessa. Un tribunal international a condamné le gouvernement ukrainien pour complicité dans la mort de 48 militants pro-russes à Odessa, le 2 mai 2014, lors d'affrontements avec des groupes pro-ukrainiens. Dans un arrêt rendu le 13 mars 2025, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'Ukraine avait échoué à prévenir la violence et à enquêter de manière adéquate. Le drame remonte aux violences qui ont suivi les événements de l'Euromaïdan. Des militants pro-russes qui s'étaient retranchés dans la maison des syndicats à Odessa ont été enfermés à l'intérieur par des milices pro-Kiev, lesquelles ont ensuite mis le feu à la maison, provoquant la mort de 42 personnes. La CEDH a révélé l'inaction de la police et une possible collusion avec les milices pro-ukrainiennes. 32 victimes sont mortes par intoxication au monoxyde de carbone, 10 autres en sautant par les fenêtres. Le tribunal européen a ordonné à l'Ukraine de reverser 114 700 aux familles des victimes. Ouais, 114 700 euros à chaque famille. Donc attendez, là c'est chaud. Il fallait qu'on s'arrête sur cette dépêche parce que elle est vraiment impressionnante. Déjà, la CEDH, on sait, donc la Cour européenne des droits de l'homme, ils ont pas mal de juges dont la carrière dépend de George Soros. Ça veut dire qu'ils sont pas pro-russes. On va vraiment redire les choses. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas des mecs qui sont pro-Poutine. Et pendant des années, on nous a dit que, parce qu'il y a pas mal de journalistes qui ont enquêté sur cette affaire à Odessa, c'est du gazage, hein, intoxication au monoxyde de carbone. Enfin, c'est un incendie. On a enfermé des gens, on les a cramés vivants. Et les autres, on les a cramés morts, quoi, mais ils ont été gazés au monoxyde de carbone par les fumées de l'incendie. Pendant 7 ans, on nous a dit que c'était une théorie du complot russe, que c'était jamais arrivé ou pas comme ça, ou que c'était un accident. Non. Là, en fait, c'était bien des nazis, parce que les mecs qui ont fait ça, c'était des nazis, hein, c'était des gars qui ont la croix gammée et tout, qui ont des runes SS sur leur uniforme. Et pendant 7 ans, quand vous parliez de ça, c'était complotiste, c'était considéré comme être poutinolâtre, enfin tous les épithètes classiques. Et là, boum, la Cour européenne des droits de l'homme, pas un journaliste d'investigation indépendant, ce qui aurait été suffisant. La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît que c'était délibéré, que les autorités ukrainiennes ont fait ça pour buter des gens, et la CEDH, ils sont pas pro-russes. Donc bon, les octogones, ils sont là pour ça, hein, ils sont là pour vous donner ce genre de nouvelles, pour souligner que ce qui avait été appelé complotiste, comme d'habitude, comme trop souvent, est en fait exact factuellement. Là, dernièrement, j'ai vu un autre cas, il avait été dit en 2022 dans la presse française que non, Macron ne préparait pas un kit de survie. Voilà, on a vu un fact-checking de 20 minutes, c'est sur la presse 20 minutes, qui disait non, Macron ne préparait pas un kit de survie. Vous avez vu notre direct avec Code Reno sur ma chaîne. Si, en fait, il préparait un kit de survie. Ok, il a rien à voir avec la guerre en vrai, mais il l'a vendu comme ça. Donc,
On se rappelle qu'en 2020, il avait été dit non, le pass ne serait jamais vaccinal. Bon, bah, pas de bol, un an plus tard, il était complètement vaccinal, même 6 mois plus tard. Et ben après, il y a eu non, Macron ne prépare pas de kit de survie. Et beaucoup de gens vous disent, bah, le prochain non, 3 petits points, c'est non, votre épargne ne sera pas confisquée. Voilà, c'est à mon avis, c'est ça le prochain truc. C'est non, ce qui a été fait à Chypre, je crois que c'était en 2010, où ils ont confisqué tous les avoirs, en particulier des comptes russes, au-delà de 100 000 euros. Comme ça, direct, hein, sans mandat, sans rien, sans commission rogatoire internationale. Ils ont dit, on récupère l'argent. Et ben, je pense que les prochains non, 3 petits points, ça va être exactement ça. Dépêche suivante. Des astronautes de la NASA enfin de retour sur Terre grâce à SpaceX. 3 astronautes de la NASA sont revenus sur Terre le 18 mars 2025, après avoir passé près de 9 mois à bord de la Station spatiale internationale. Leur retour a été assuré dans la capsule Dragon de SpaceX, dans le cadre d'une opération conjointe avec la NASA. Leur mission initiale, lancée en juin 2024 à bord du vaisseau Starliner de Boeing, devait normalement durer 8 jours. Cependant, les problèmes techniques avec le Starliner ont contraint à prolonger leur séjour. L'administration Trump, revenue au pouvoir en janvier 2025, a débloqué d'urgence des fonds nécessaires et signé un décret accélérant le feu vert pour le lancement de SpaceX. Elon Musk a salué la coopération enfin restaurée entre le secteur privé et l'État. Les astronautes, dont 2 Américains et un Européen, sont sains et saufs. Leur capsule a atterri au large de la Floride. Et là où c'est stylé, c'est qu'il y a des dauphins qui sont venus. Je me rappelle, ça c'est pour ça que je checkais la dépêche rapidement. Quand la capsule a améri en fait, il y a des dauphins. Donc ça a fait un buzz parce que c'est factuel que l'administration Biden, bon, je dis pas Joe Biden parce qu'on voit bien, enfin, il y a le scandale qu'il signait pas les décrets, le mec, surtout à la fin de son mandat, il savait plus ce qu'il faisait. Mais on a la preuve que l'administration Biden avait ralenti le sauvetage des astronautes parce que ça aurait favorisé Elon Musk. On voit même dans la presse d'ailleurs que, enfin, il y a eu beaucoup de dépêches où Elon Musk n'était même pas mentionné. C'était juste les astronautes ont été récupérés, on est content. Or, je te reprends la dépêche vite fait, si tu peux me redire, c'était au départ 9 mois. Oui. Qui sont restés 9 mois alors que tu as dit au départ c'était 8 jours. Ouais. Donc 8 jours, enfin c'est dangereux pour leur santé. Vous savez, quand on est en apesanteur, on perd sa masse musculaire, on est exposé au rayonnement solaire, on peut avoir un cancer plus facilement. C'est connu, vous savez, les gens qui vivent en altitude, par exemple, dans les hautes montagnes, qui vivent à 2000 mètres d'altitude, ils ont plus de prévalence de cancer de la peau parce qu'ils sont exposés à davantage de radiation solaire. Eux, ils se sont retrouvés en orbite pendant 9 mois au lieu de 8 jours. 8 jours. Donc, déjà, c'est grave. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que quand ça dit, quand la dépêche dit, non, l'administration a débloqué d'urgence. Mais comment ça, débloqué d'urgence? C'était pas urgent avant? C'est ça que je comprends pas. C'est que la dépêche dit, débloquer d'urgence les fonds nécessaires. Et signer un décret accélérant le feu vert pour le lancement de SpaceX. Mais bon, mais pourquoi Biden l'a pas fait? C'est ça qu'on veut savoir. Donc, bon, pour moi, c'est complètement incriminant pour l'administration Biden, ce dossier. Et en plus, vraiment, en termes de com, on a vu que les médias ne couvraient pas ça correctement. Qu'il y a plein, BFM TV, par exemple, avait commencé un titre en disant « Des astronautes sauvés, aucune mention de SpaceX, aucune mention d'Elon Musk ». Et en plus, d'un point de vue médiatique, comme je vous l'ai dit, il y a des dauphins qui se sont retrouvés autour de la capsule, donc c'était super photogénique, c'était totalement viral. Bah non, il y a eu blackout médiatique dessus. Je pense que tu n'avais même pas entendu qu'il y avait eu les dauphins autour de la... Moi, j'ai vu ça sur X en reprenant le fil, en fait. Et on voyait les photos, enfin les vidéos, on voyait les dauphins, les astronautes qui étaient trop contents de rentrer sur Terre après tout ce temps. Mais bon, voilà, les médias ont fait le minimum syndical sur cette information parce qu'aujourd'hui, il faut taper sur Elon Musk. D'où, je crois, la dépêche suivante qui est justement est là-dessus, le tapage sur Elon Musk. Exactement. Tesla, visé par une vague d'attaques aux États-Unis. Depuis le 13 mars, Tesla fait face à une série d'attaques visant ses sites à travers les États-Unis. À Las Vegas, 5 véhicules ont été incendiés le 18 mars avec le mot « résiste » tagué sur les portières. À Kansas City, 2 Cybertrucks ont été brûlés le 17 mars, tandis qu'un concessionnaire de l'Oregon a été visé par des tirs à 2 reprises. Le ministère de la Justice a inculpé 3 personnes le 20 mars pour des actes de sabotage par cocktail Molotov dans 3 États. Elles risquent jusqu'à 20 ans de prison. La procureure générale Pam Bondi a qualifié les faits de terrorisme intérieur, en lien avec l'application d'Elon Musk dans l'administration de Trump.
Le FBI enquête sur une coordination possible. 19 incidents ont été recensés depuis janvier. L'action Tesla a chuté de plus de 12% cette semaine. Et ça, je pense que c'est une très bonne opportunité d'achat. Évidemment, vous en rappelez, c'est pas un conseil financier, vous devez faire vos devoirs vous-même. Full disclosure, en ce qui me concerne, je détiens les actions Tesla. En ce qui me concerne, j'en rachète à ce prix-là, clairement. Autour de 250$ l'action, pour moi. Vous connaissez ma philosophie d'investissement. Acheter une très bonne boîte affaiblie, une très bonne boîte un peu humiliée, à genoux, une très bonne boîte qui a subi un choc, c'est souvent, pour moi, la meilleure stratégie d'investissement. Et là, vous avez des soldes qui sont provoqués par ces dingueries des démocrates et des autres organisations, des ONG, etc. En fait, d'où ça vient concrètement? Ça vient du DOGE, le Department of Government Efficiency. Ça vient du fait que Musk est en train de couper les financements de tout un tas d'ONG. Et ces ONG étaient là pour faire de l'influence, et elles démontrent qu'elles sont là pour faire de l'influence, puisqu'elles en font maintenant aux États-Unis. Mais imaginez ce qu'elles pouvaient faire à l'étranger. Elles ont été capables d'organiser, par exemple, un réseau de doxing, donc balancer l'adresse et le numéro de téléphone des propriétaires de Tesla. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie du truc. Les gars se disent de gauche, gentils, mignons, et dans le camp du bien en tout cas. Bon, les Américains, les mecs, en particulier les conservateurs, les républicains, quand ils étaient pas contents d'une marque, par exemple le fameux cas Bud Light, la bière où ils avaient fait la publicité avec un transsexuel, Dylan Mulvaney, ils en ont juste pas acheté. Ils se sont pas mis à balancer des cocktails Molotov sur les gens. Là, ok, je comprends qu'il y a une faction politique, des factions politiques qui sont pas contents d'Elon Musk. Achetez pas ces voitures. Par contre, balancer des cocktails Molotov, même les plus timbrés des républicains, les gros rednecks du Tennessee, du Kentucky, qui ont 3 mitrailleuses dans leur garage, ils ont pas fait ça. Donc, toutes les accusations d'ultra-violence qu'on leur prêtait, on voit bien qu'aujourd'hui, c'était de l'inversion accusatoire, que c'était ces gens-là qui se disent dans le camp du bien, qui ont balancé les numéros de téléphone et les adresses de pères de famille, de mères de famille, qui étaient en Tesla, qui parfois votaient démocrate, parce qu'il faut pas croire, les gens qui avaient des Tesla, ils votaient beaucoup démocrate, parce que c'est électrique. Donc en réalité, vous en avez plein qui étaient de gauche aux États-Unis. Et ils ont balancé, sans aucun remords, leur adresse et leur numéro de téléphone. Avec une carte s'appelle DogeQuest, le site, avec une carte, avec les propriétaires de Tesla, où est-ce que vous pouvez taguer leur voiture, où est-ce que vous pouvez la rayer. On a vu des dingueries, on a vu un gars en obésité morbide qui se mettait la main dans l'anus et qui tartinait la voiture avec. C'est un cas psychologique, quoi. On voit vraiment ce que les Américains appelaient au départ le Trump Derangement Syndrome, le syndrome de dérangement mental de l'anti-Trump. Là, c'est pareil avec Musk. Donc, cette info, elle vient directement après celle sur SpaceX, où on voit que la couverture, le mec a sauvé des astronautes, c'est Apollo 13 le truc, quoi. Ça valait un film. On aurait pu faire un film là-dessus. Les médias en ont quasiment pas parlé. Quand ils en ont parlé, c'était comme si c'était arrivé tout seul et que SpaceX n'y était pour rien. Et surtout, on aurait pu en faire un dossier sur l'administration Biden, à quel moment l'administration Biden décide que c'est pas urgent de rapatrier ces astronautes. De 9 mois à 8 jours, c'est quand même chaud. Et là, donc, cette espèce de rage contre Tesla. Et en ce qui me concerne, je pense que, vraiment pour mes intérêts personnels, je rachète des actions Tesla à ce prix-là. Parce que pour moi, c'est évident que là, on a une très belle boîte qui est en situation d'attaque, elle est un peu à genoux. C'est le bon moment pour en acheter. En ce qui me concerne, mais j'insiste, je parle que de mes finances perso. Vous faites vos propres devoirs. Cela dit, ce qui sort chez Tesla, c'est quand même les robots humanoïdes. Et là, on voit des folies. Vous voyez du robot qui danse, pas le Boston Dynamics de base. Là, vous voyez un robot beaucoup plus agile, qui peut faire des saltos, qui peut imiter quelqu'un. Genre, il y a quelqu'un qui danse en face de lui, et il imite ça immédiatement. Les Chinois commencent à le faire aussi. Musk a dit que selon lui, il y aurait 1 milliard de robots humanoïdes sur Terre d'ici 2030, avec toutes les conséquences que ça implique. Imaginez la guerre, etc. Et bien sûr, ils ont les robotaxis et le full self-driving, donc la capacité d'avoir des voitures autonomes. Pour moi, Tesla est une boîte qui devrait valoir 3000 milliards, pas 800, je crois, comme ils valent maintenant. On passe à l'Europe. Covid-19. Berlin accusé d'avoir caché des informations sur une fuite de laboratoire. Selon des informations rapportées par le Die Zeit et le Süddeutsche Zeitung. Le 12 mars, les services de renseignement allemands auraient conclu dès le début 2020 que le Covid-19 provenait probablement d'une fuite accidentelle au laboratoire de virologie de Wuhan, en Chine. Le projet Sarema, lancé à la demande d'Angela Merkel, estimait à 80-90% la probabilité d'une fuite.
évoquant des failles de sécurité et des recherches à risque. Voilà, c'est chaud quand même. Je veux dire, un autre truc complotiste, vous vous rappelez hein, des dépêches des fact-checkers, le virus sortirait du laboratoire de Wuhan. Qui croit à ces thèses complotistes? Également, vous aviez cette thèse est très populaire dans les cercles d'extrême droite, donc c'est toujours pareil, c'est insulter les gens qui veulent faire du journalisme, quoi. Vous avez un type qui peut être à Bourges ou à Orléans et qui veut juste faire du journalisme citoyen, il est ni de droite ni de gauche, c'est un citoyen standard, il a envie de faire ses recherches. Et là, d'un coup, il se retrouve accusé d'être un fasciste, un nazi, parce que il favorise l'hypothèse la plus crédible. Là, ce que sort cette dépêche, le BND, donc c'est la CIA allemande, quoi. Bah, eux, 80-90%. Dès le début, et c'est ça qui est chaud, qui a été révélé par Die Zeit et par le Süddeutsche Zeitung, c'est dès le début, d'accord, 2019-2020, ils avaient un mémo qui disait, eux, ils doivent être informés quand même, hein. Ils avaient un mémo qui disait, ouais, allez, on va pas se le cacher, 80-90% de chances que ça sorte du labo de Wuhan, ce qui était une évidence. Et d'ailleurs, dans la masterclass avec Didier Raoult, on reprend cette notion de miroir brisé. Je vous ai parlé de Xavier Hofer sur la période Epstein. Vous saviez que Didier Raoult n'y croyait pas une seule seconde. Et il avait de très bonnes raisons de ne pas y croire, parce que lui, sa spécialité, c'était justement les gains de virulence, qu'il n'a pas les gains de fonction. Et il n'y croyait pas aux gains de fonction, et a raison, parce que ce qu'il a vu dans son travail, et c'est ce qu'on voit dans la masterclass, on la sortira dans 1 mois ou 2, parce qu'il faut qu'on la monte et tout, désolé, c'était que, par exemple, les rickettsia, qui provoquent le typhus, en général, elles ont moins de matériel génétique. En général, c'est pas en rajoutant du matériel génétique à un microbe, les rickettsia, c'est des bactéries, là, pour le coronavirus, c'est un virus, mais en rajoutant du matériel génétique, en général, on n'arrive pas à augmenter sa mortalité. Lui, avec ses années d'expérience, il a bien survu que c'est en retirant du matériel génétique. Mais ça veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens qui voulaient le faire. Et ça, il le reconnaît bien volontiers, qu'il y avait des gens qui faisaient ces recherches. Et en fait, ce qui s'est passé sur le coronavirus de Wuhan, ce qu'il a vu notamment avec l'IHU, c'est que les moments qu'on augmentait sa vraie viralité, qu'on augmentait ses taux d'infection, sa propagation et même sa mortalité, les mutations ont eu lieu en Europe. Donc, ce qui semble, c'est que oui, il y avait une volonté. Clairement, ça, une volonté pour imposer très certainement les inoculats. C'est ce qui semble aujourd'hui ressortir. Beaucoup de journalistes citoyens disent en fait, le virus a été fait pour imposer les inoculats, pas l'inverse. C'est pour ça qu'ils étaient prêts tout de suite, d'ailleurs. Ils étaient prêts immédiatement. Normalement, vous sortez pas un vaccin contre un virus mortel aussi vite. Là, ils étaient prêts immédiatement, parce que le virus était là pour faire peur, pour amener l'inoculat. Et l'inoculat est ce qui avait été préparé. Mais le virus, en termes de gain de fonction, était pas du tout aussi, on l'a bien vu, c'était la grippe en réalité. Et d'ailleurs, la grippe espagnole, on dit, la grippe c'est mortel. Non, la grippe espagnole, elle était mortelle parce qu'il n'y avait pas les antibiotiques et c'était les surinfections qui ont tué les gens à l'époque. C'était donc des bactéries ou des infections d'autres natures qui auraient pu être soignées avec des antibiotiques. Mais donc, oui, la souche venait du labo de Wuhan. Elle a muté en Europe, vraisemblablement dans des réservoirs animaux, ce que disait Didier Raoult, donc des visons peut-être, des élevages de visons pour faire de la fourrure pour les manteaux, etc. Où les visons sont très denses, sont très densément élevés, pardon. Et c'est là qu'on a le plus de propagation de virus en général, les mustélidés, donc les visons, les furets, etc. Et c'est là qu'aurait eu lieu la mutation qui l'a rendu plus dangereux, plus invasif. Mais bon, d'un point de vue journalistique, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que oui, les services savaient que c'était logique, c'était normal d'imaginer, un P4, il n'y en a pas partout des laboratoires P4, c'est quand même, la définition d'un P4, c'est un laboratoire qui détient des souches pour lesquelles on n'a pas de remède. C'est ça la définition. D'accord. Donc si vous détenez de la grippe ou des souches pour lesquelles on a des remèdes, vous êtes un P3. Mais le P4, ça détient de l'Ebola, et de la variole, et des virus, ou des maladies pour lesquelles on n'a pas de remède. Donc, il n'y en a pas partout, des laboratoires P4. Et là, comme par hasard, on a une épidémie, une pandémie même, qui part d'une ville où il y a un labo P4, mais évidemment que c'était la source, la possibilité la plus crédible. Les services allemands le savaient, ils ont attendu 2025, on est en mars 2025, et vous avez la presse allemande qui dit « Ah ouais, désolé ». Alors, ils s'excusent pas, les mecs. Hein. Ils disent pas « Pardon, on vous a traité de complotiste, on vous a traité de nazis, de fascistes, d'extrême droite et tout, parce que vous pensiez ça ». Non, non. Ils disent « Ouais, on avait, voilà ». Et ça, c'est le playbook de la CIA classique. Les mecs, ils avouent, 5-10 ans plus tard, tout le temps. « Ouais, Saddam n'avait pas d'armes de destruction massive ». Ah, c'est ballot, hein. Bon, on lui a fait la guerre, on a buté des centaines de milliers d'enfants, mais c'est ballot, c'est bien dommage. Et là, c'est pareil. Donc, choquante cette dépêche pour moi. Let's go. Nous allons en Roumanie. Des élections sous ingérence française.
Le 9 mars, le bureau électoral central a rejeté la candidature de Călin Georgescu pour l'élection présidentielle de mai 2025, invoquant des irrégularités électorales et la décision de la Cour constitutionnelle qui avait annulé le précédent scrutin pour soupçon d'ingérence russe sur TikTok. Toutefois, aucune preuve n'a démontré une implication russe. Une enquête de l'ANAF révèle que la campagne TikTok était financée par Kensington Communication, une société engagée par le Parti national libéral. Donc les opposants à Călin Georgescu, quoi. En décembre, Le Monde avait aussi rapporté que les influenceurs auraient été payés par une société écran affiliée à une agence publicitaire ukrainienne. Ukrainienne, pas russe. Vous avez noté la dépêche, ukrainienne. Zloday, dirigé par Dimitri Makarov, un soutien actif du gouvernement de Kiev contre l'agression russe. Voilà, donc on vous a encore menti en fait. C'est désolé, hein, les octogones, je l'ai fait pour informer le public. Et là, dépêche après dépêche, on vous a menti. On vous a dit, ouais, bah on fait sauter les élections. C'est chaud quand même. Enfin, là, dépêche après dépêche, j'arrête pas de dire que c'est chaud parce que là, j'en peux plus. On aurait pu titrer sur chacune d'entre elles. On a dit, voilà, on annule les élections en Roumanie, la Cour suprême se prononce et dégage Călin Georgescu parce que c'est un agent des Russes. Bah en fait non. La fameuse campagne TikTok, elle a été au départ... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec Călin Georgescu? Je vous reprends tout le détail. Vous vous rappelez comment Mitterrand avait fait monter Jean-Marie Le Pen? Mitterrand avait fait monter le FN pour fracturer la droite française. Et il était très bien parvenu, au point que Charles Pasqua était tombé dans le piège dans les années 80. En 88, Charles Pasqua avait dit on a eu tant de votes de droite. Il avait compté le RPR, donc l'ancêtre des Républicains aujourd'hui, le RPR et le FN. Ils les avaient mis ensemble. Et là, Mitterrand, il se frottait les mains. Il disait, ah, vous les avez mis ensemble, espèce d'enfoiré. Il disait évidemment pas ça, mais dans le débat de 88, vous voyez Mitterrand qui dit, c'est une honte, vous avez compté, Monsieur Pasqua a dit, les voix de droite en général, amalgamant le FN et le RPR, ce qui montre bien que... C'est pour ça que Chirac, plus tard, plus malin, va faire en 95 sa campagne sur la fracture sociale pour se remettre un peu à gauche. Mais c'était une stratégie. Et ben en fait, ce qu'a fait l'opposition à Călin Georgescu, enfin, qui était le parti au pouvoir, c'est Călin Georgescu qui était dans l'opposition. Pour éviter que leur opposition monte trop vite, bah, ils ont fait monter la campagne de Călin Georgescu. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que ça leur a pété à la figure, exactement comme le FN a pété à la figure du Parti socialiste quand Jospin n'était pas au second tour en 2002. C'est Mitterrand fait monter Jean-Marie Le Pen. En 2002, Jean-Marie Le Pen décanie Jospin. C'est l'ironie de l'histoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Roumanie. Sauf que Georgescu, c'est pas du tout Le Pen. Mais vraiment pas. Les gens essaient de le présenter comme ça. Pas du tout. C'est un agronome, le mec. Il serait, dans la politique actuelle, il serait chiracien, quoi. Si vous regardez, il serait gaullisto-chiracien, si on devait le comparer, faire un décalcomanie avec la France. Donc la presse a menti. Tout simplement. Enfin, ils ont dit, c'est une ingérence russe. Bah non, en fait, c'est un cabinet de relations publiques ukrainien. Vous croyez que les Ukrainiens, ils sont pro-russes en ce moment? Réponse non. Donc, bon, bah, on nous a balancé des mensonges, comme d'hab. Et vous avez maintenant son héritier qui va se présenter aux élections parce que Călin Georgescu est complètement hors circuit. C'est scandaleux. Les Américains se foutent de la gueule de l'Europe en disant, regardez, vous annulez des élections. De quoi vous parlez? D'un côté, vous parlez les valeurs européennes. De l'autre, vous annulez des élections. Ce n'est pas compatible. Bah, aujourd'hui, la presse nous dit, ouais, c'est très bien. Thierry Breton nous dit que c'est très bien d'avoir annulé des élections en Roumanie. Mais bon, bah, les Russes n'étaient pas là, et gardez bien ça à l'esprit, parce que on va vous faire le coup en France. Je vous rappelle que quand il y avait eu le débat Marine Le Pen-Macron, Macron avait accusé Marine Le Pen d'être dans la main des Russes. Et maintenant, ça va être le cas de tous les opposants, et les vrais. Ceux qui veulent sortir de l'Union Européenne, ce sera des agents russes, ils seront présentés comme ça dans la presse. Donc restez vigilants et retenez cette dépêche qui confirme de façon péremptoire que, bah non, en fait, Călin Georgescu, la société de relations publiques qu'il avait embauchée, elle était ukrainienne, et au départ, la campagne TikTok était faite par ses opposants pour diviser sa section politique. Concernant la Serbie, manifestation historique à Belgrade contre le gouvernement Vučić. Le 15 mars 2025, Belgrade a accueilli la plus grande manifestation de l'histoire du pays, rassemblant 325 000 personnes pour réclamer le départ du président Aleksandar Vučić, accusé d'être impliqué dans l'effondrement de l'auvent de la gare de Novi Sad le 1er novembre dernier, qui avait fait 15 morts. Selon les manifestants, la corruption systémique qui règne au sein du gouvernement serait directement responsable de ce drame, en ayant attribué le contrat de rénovation à un consortium chinois qui n'aurait pas respecté les normes de sécurité. Le rassemblement
réunissant étudiants, agriculteurs et vétérans, a éclaté devant l'Assemblée nationale après 15 minutes de silence en hommage aux victimes. Les manifestants ont dénoncé 12 années de pouvoir du président Alexander Vučić, accusé d'autoritarisme, de contrôler les médias par la censure et d'avoir emprisonné des opposants politiques en plus d'être corrompus. Donc, bon, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, l'accident de la gare. Parce que oui, bon, concrètement, ils ont confié ça à une société chinoise. Évidemment, la société chinoise leur a facturé moins, s'est gavé aussi au passage. Enfin, mais eux ont récupéré l'argent qui avait été, enfin, le supplément d'argent qui avait été fléché pour cette gare, donc comme dame détournement d'argent public pour les infrastructures. Enfin, ça, c'est systémique, c'est pas qu'en Serbie. Sauf que là, en Serbie, ils ont disjoncté. Il y a eu une manifestation et il y a une vraie différence. Tous les pays de l'ex-Yougoslavie et les pays de l'ex-Union soviétique aussi, la Yougoslavie n'était pas dans l'Union soviétique, mais c'est des pays où les manifestations étaient illégales. Ça fait que ils sont passés avec les années 90 à des manifestations qui sont pas du tout aussi contrôlées qu'en France. Et celui qui m'avait appris ça, c'était le vice-ministre de l'Intérieur de la Bulgarie, chez qui que j'ai connu, qui était un pote que j'ai rencontré à Stanford. Il m'avait expliqué ça parce qu'en 2013, donc c'était avant Maïdan, j'étais en Bulgarie et j'avais assisté donc à la révolution de couleur. C'était une révolution de couleur organisée par Facebook et la CIA pour faire sauter le gouvernement Oresharski en Bulgarie. Et lui était ministre des missionnaires, vice-ministre des missionnaires. Il m'avait expliqué, viens, on va manifester. Je lui avais dit, attends, je suis en vacances, j'ai aucune envie de manifester, puis les manifs, ça sert à rien, je suis français, je serais le premier à savoir si ça servait à quelque chose. Et il me dit, non, il y a un truc que t'as pas compris, Idriss. C'est que nous, en Bulgarie, comme en Serbie, on n'a pas eu le droit de manifester pendant 70 ans. Donc, dès qu'on a eu le droit, les préfectures, le ministère de l'Intérieur ont pas du tout appris lentement à développer des méthodes pour nous permettre de manifester sans rien risquer. Nous, en France, on a eu 3 révolutions, on a eu la Commune, on a eu la guerre d'Algérie, on a eu les manifs donc en 62, et on a eu des mai 68 aussi. On a eu des moments où la rue aurait pu prendre le pouvoir. Il y en a eu plein, et il y a des moments où la rue a vraiment pris le pouvoir. Donc, il m'expliquait, Philippe Gounef, il s'appelle, c'est très simple, en France, vous avez le droit de griller des merguez entre Bastille et République tant que vous voulez, mais vous pouvez certainement pas manifester sous les fenêtres du pouvoir. C'est totalement interdit, et si vous le faites, soit le président part en hélicoptère, c'est ce qui a failli arriver avec les gilets jaunes, soit on va vous tirer dessus, à balles réelles, pas en flashball. La première étape, ça sera éborgné, amputé, etc. Mais la deuxième étape, ça sera on vous tire dessus avec du calibre militaire. Nous, par contre, disait-il, pour la Bulgarie, mais vraiment même tableau pour la Serbie, ben, on n'a pas eu le temps d'apprendre tout ça. Ce qui fait qu'on est passé direct de pas de manif à 300 000 personnes sous les fenêtres du Premier ministre. Eh ben, ils ont fait sauter le gouvernement. Et c'est exactement ce qui s'était passé en Bulgarie. Ils n'étaient pas 300 000. En Bulgarie, ils étaient 20 000 peut-être. Mais 20 000 sous les fenêtres du gouvernement. Pas entre Bastille et République ou l'équivalent à Sofia, en train de faire des merguez et de faire des barbecues et de chanter des slogans. Non, non. Les gars vont directement sur le lieu de pouvoir, ils marchent dessus, ils font un sit-in et ils disent on bougera pas tant que le gouvernement n'aura pas sauté. Bah, c'est littéralement ce qu'ont fait les Serbes et ça a marché. Et le pire, c'est que c'est en train d'arriver aussi dans d'autres pays. Je crois que la prochaine dépêche, c'est sur la Turquie, c'est ça? Exactement. Ouais. Direction la Turquie, une manifestation massive après l'arrestation d'un opposant à Erdogan. Mmh. La Turquie connaît une vague de protestations depuis l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et figure de l'opposition le 19 mars, membre du Parti républicain du peuple et soutien de l'adhésion à l'Union européenne. İmamoğlu est accusé de corruption et de soutien au PKK. Ouais. Des charges considérées comme politiquement motivées à l'approche de la primaire présidentielle du CHP prévue le 23 mars. Plus de 100 personnes, dont des élus et des journalistes, ont également été interpellées. Les manifestations se multiplient dans des grandes villes, malgré les interdictions décrétées par les autorités. À Istanbul, Ankara et Izmir, les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes et balles en caoutchouc pour disperser la foule, faisant plusieurs blessés. Des manifestants exigent la libération immédiate d'Imamoglu et dénoncent un coup judiciaire orchestré par le président Erdogan. Ce dernier qualifie les mobilisations de terrorisme de rue et promet une réponse ferme. Le CHP, de son côté, appelle à une mobilisation pacifique, alors que la décision de justice est attendue dans les prochains jours. Le climat reste tendu sur fond de crise économique et de préoccupations internationales croissantes. Donc là, vous voyez un playbook qui est comparable à ce qui se passera en France, c'est-à-dire pro-russe. Alors, en Turquie, évidemment,
Si vous voulez dégommer politiquement quelqu'un, vous dites qu'il est affilié au PKK ou qu'il est proche du PKK, le Parti des travailleurs kurdes, donc qui était un parti marxiste, mais c'est pas tant le problème du marxisme, c'est le problème des Kurdes. Si vous voulez détruire un opposant politique, vous dites j'ai des preuves, j'ai une source qui m'a raconté qu'il est proche du PKK. Là, en réalité, Imamoglu, il est pas du tout proche du PKK. Et le CHP, c'est juste le parti d'opposition. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas eu d'alternance en Turquie. Vous me direz, il n'y a pas eu d'alternance en Russie non plus. Donc ça, je peux tout à fait comprendre. Mais bon, Erdogan a laissé en effet un bilan en Turquie qui reste de l'avis de plusieurs factions en Turquie très positif, c'est ce qui semble ressortir, en particulier sur l'économie, même s'il y a eu des problèmes de dévaluation, etc. Je suis pas turc, je vote pas en Turquie, je vais pas me prononcer, mais il est certain qu'il est resté au pouvoir longtemps. Je crois que ça fait 20 ans même d'ailleurs qu'il est au pouvoir. Donc automatiquement, l'alternance commence à s'impatienter. Et là, en l'occurrence, Imamoglu, c'est juste l'alternance. C'est pas, par exemple, j'ai oublié son nom d'ailleurs, c'est pas le gros opposant qui a failli faire un coup d'État contre Erdogan, qui était protégé par les Américains et qui est en exil à Washington, enfin qui est mort maintenant. C'était pas lui. Non, non, on a juste l'alternance classique que vous avez en Turquie, et c'est pas du tout d'ailleurs un parti qui est proche du PKK. Je veux dire, les républicains turcs, c'est pas du tout un parti proche du PKK. Mais bon, c'est des accusations que vous allez voir à mon avis en Europe aussi. C'est le genre de truc que Macron pourrait faire, c'est le genre de truc que vous pourriez voir en Angleterre, Calin Georgescu, c'était littéralement ça, en Roumanie. Donc, mais ce qui est important, c'est de voir que aussi bien côté serbe que côté turc, un autre point important de la dépêche qu'il faut souligner, c'est que tu as dit, Taya, que c'était non autorisé, ces manifs, et que les manifestants sont quand même sortis. Bon, en France, les manifs non autorisés, alors là aussi, il y avait de la balle en caoutchouc, elle vous l'a dit, flashball, etc., mais bon, en France, les manifs non autorisés, c'est de la balle en caoutchouc dans les yeux, et on a, en Serbie, ils ont utilisé des armes acoustiques aussi, donc des camions avec des armes phoniques qui dispersent complètement les foules. Et ça, c'est le dernier arrêt avant l'arme à feu, quoi. Le problème, évidemment, pour quelqu'un qui veut se maintenir au pouvoir, c'est que tirer dans la foule, ça garantit à peu près certainement que vous allez sauter. Parce que là, la foule, ça part en guerre civile. C'est ce qui s'est passé en Ukraine, où d'ailleurs, les enquêteurs indépendants avaient démontré que pendant Euromaïdan, les tirs étaient venus de la foule elle-même. C'était des gens de Pravi Sector qui avaient tiré justement pour créer une situation incontrôlable. Victoria Nuland était là à l'époque avec Blinken, etc. Donc, ce qui se passe en Turquie devait évidemment être mis dans l'octogone, parce que vous avez un gouvernement qui est présenté par les médias comme plus autoritaire que Macron, et je veux bien, même si aujourd'hui ça se discute, on parle de kit de survie, incarcération des opposants, compromat pour Juan Branco, enfin, ça commence à devenir vraiment comme la Russie des années 80, la France, là, avec ce qui est en train de se faire. Mais bon, en supposant qu'on dise, oui, quand même, Erdogan, il est plus autoritaire que Macron. Il est peut-être plus autoritaire que Macron, mais en tout cas, il fait moins que lui. Puisque quand il y a des manifestations non autorisées, il les éclate pas à coups de flashball, il les éborgne pas, il les ampute pas, et il fait pas tirer dans la foule. Donc, bon, on est en train, à mon avis, d'assister à une sorte de printemps des peuples en Europe, et ce qui s'est passé en Roumanie, ce qui s'est passé en Serbie, et ce qui se passe en Turquie maintenant, par en plus un parti, certes, qui veut rentrer dans l'Union européenne, c'est que le début, à mon avis. On va voir des trucs encore plus marquants dans les mois à venir, je pense. Alors là, on passe. Du coup, on va couper là. Alors, il faut que je fasse une conclusion. Donc, attends. Hop là, merci Céline. On termine en tout cas cet octogone, la partie publique là-dessus, sur cette dépêche. On va enchaîner ensuite pour nos chers abonnés sur les nouvelles du Moyen-Orient, en particulier la rupture du cessez-le-feu avec le Hamas à Gaza et des nouvelles économiques bien sûr, parce que on fait la partie payante de l'octogone pour faire un peu les pages saumon du Figaro, les pages financières. C'est l'esprit, donc Scandaria revient avec de nouvelles masterclass, et encore merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Comme vous le savez, vous avez le droit à toutes les masterclass, plus tous les octogones en version payante, en version intégrale, plus les Idriss, plus les City Break. On se fait plaisir. J'essaie mois après mois de faire en sorte que ça soit moins cher. Plus on a d'abonnés, plus je baisse les prix, parce que je veux appliquer la politique Arizona. Vous savez, je l'expliquais dans un autre octogone. Arizona, le thé glacé, ils ont jamais voulu monter leur prix, alors qu'ils auraient pu. Ils ont jamais voulu monter leur prix. Le gars a dit, tant qu'on fait de l'argent, on monte pas le prix, on s'en fout. On est très content d'être à ce prix-là. C'est exactement ce que je veux faire avec Scandaria. Donc, plus on a d'abonnés, plus on peut se permettre d'être accessible. C'est grâce à vous. Je vous remercie. Et je reviens donc juste après pour nos chers abonnés sur les nouvelles du Moyen-Orient.